YouTube est-il devenu la référence pour s'informer, apprendre et partager ses savoirs ? Depuis quelques années, on ne compte plus le nombre de vidéastes créateurs qui produisent et diffusent des contenus scientifiques sur cette plateforme. Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Pour ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, nous vous proposons une rencontre avec le collectif Qu'est-ce que tu geeks que nous accueillons actuellement en résidence de création ici à Toulouse, au Quai des Savoirs. Bonjour à vous qui nous écoutez et bonjour à vous Mariette et Marina qui êtes avec moi dans ce studio. Mariette, vous allez nous parler de la chaîne de nos invités. Oui, alors une chronique un peu spéciale aujourd'hui parce que pour la première fois, j'ai le sujet, un chair à os face à moi. Voilà. Non, je vais aller un peu plus vous faire découvrir la chaîne donc, de notre trio. Marina, ce sera à vous le plaisir de rentrer au cœur du sujet. Curieusement, on ne va pas s'intéresser aujourd'hui à ce que regardent et like les abonnés de nos invités, mais plutôt à l'envers du décor. Petite immersion dans l'univers créatif des vidéastes scientifiques. Quant à la playlist, je vais vous proposer une spéciale dédicace à Qu'est-ce que tu geeks avec un bouquin passionnant qui vient de sortir sur comment parle un robot. Alors Mariette, dites-nous tout ce que nous avons toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la chaîne YouTube Qu'est-ce que tu geeks ? Alors Qu'est-ce que tu geeks, c'est le nom parfait. On pouvait rêver mieux pour une chaîne donc, de vulgarisation informatique. Et le but de Qu'est-ce que tu geeks, donc de QTG, en abrégé, je vais dire ça sur le long de la chronique, c'est de rendre compréhensible par toutes et tous l'informatique en vidéo, avec des réalisations sourcées, libres de droit et sans publicité. Ça veut dire en fait que leurs vidéos sont exploitables par qui le veut, et en particulier dans l'enseignement ou lors de formation. Donc c'est vraiment super. Elle a été créée donc en 2017 par deux passionnés d'informatique, Flo et Tom, deux ingénieurs informaticiens issus de l'UTT, qui travaillent ensemble donc depuis plus de 10 ans et qui ont été rejoints donc en 2019 par Emilien, docteur en informatique et médiateur scientifique en informatique. Alors, ne cherchez pas Emilien sur les vidéos, il interprète la voix de Lavi, qui est l'IA qui accompagne donc Flo et Tom. Alors, je suis assez fan de ces vidéos qui me racontent l'informatique tout en pédagogie, en traitant de sujets du quotidien auxquels on peut être tous confrontés. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on arrache une clé USB ? Ne mentez pas, vous l'avez tous fait au moins une fois dans votre vie, voire plus. Voilà, mais on le fait toujours un petit peu avec ce petit sentiment de culpabilité, de frayeur. Mais que va-t-il se passer lorsque j'arrache cette clé USB ? Et bien, grâce à leurs vidéos, vous saurez tout dessus. C'est une mesure de protection donc pour ne pas endommager les fichiers. C'est plus évidemment développé dans leurs vidéos. Au passage, j'aime beaucoup les petits clins d'œil des t-shirts qui sont portés dans les vidéos, thématisés toujours en rapport avec le sujet. Donc pour la clé USB, par exemple, Tom en portait un où il était écrit Serial Port Killer, avec des petits gâteaux pour la vidéo sur les cookies, ou encore la phrase un clavier AZERTY en vaut deux pour la vidéo rumeur sur la disparition du clavier AZERTY. Donc j'aime beaucoup ces petits clins d'œil. Leurs vidéos, elles se déclinent donc en 5 formats différents. Les questions geeks, où ils répondent à des questions que tout utilisateur d'un ordinateur est amené à se poser un jour ou l'autre. Pourquoi sauvegarder ? Pourquoi mon PC rame ? La rubrique Man, c'est pour expliquer un concept dans un contexte particulier. Les cookies, les logiciels libres. La rubrique à chaud, ça leur permet de commenter en fait l'actualité informatique avec un petit différé très léger. Par exemple, l'appli Stop Covid, toute récente. Et pour ce format, il s'impose donc la contrainte forte de pouvoir écrire, tourner, monter et diffuser en une seule journée. Maximum une journée et demie, sans montage ou presque, pour en fait plus de réactivité pour pouvoir justement donc répondre à chaud. La rubrique rumeurs où ils réagissent à une actualité informatique exagérée ou déformée par les médias traditionnels et ils prennent le temps donc d'expliquer ce qui se passe réellement. C'est important pour eux de réagir aussi justement aux fake news qui peuvent être le fact-checking qui peuvent être véhiculés. Par exemple le fait que l'État offrirait vos données à Google. Et enfin une dernière rubrique donc les histoires geeks. Où il nous raconte des anecdotes historiques dans le domaine de l'informatique, comme par exemple le naufrage du Zenobia dû à un bug du pilote automatique. C'est ballot. J'ai choisi de vous parler de Qu'est-ce que tu dis, car outre le fait donc qu'on les connaît assez bien ils font la résidence de création de vidéos scientifiques, les connecteurs, donc en juin 2020. C'est surtout une chaîne que j'aime beaucoup, car leurs vidéos expliquent vraiment bien, de manière pédagogique, très clairement, donc l'informatique, avec cette petite pointe d'humour qui me séduit toujours. Car oui, on peut être une geek comme moi, qui adore tout ce qui est numérique et réseaux sociaux, mais être nul en informatique pure et dure. Merci Mariette, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Et je signale que toutes vos chroniques sont à écouter et réécouter sur l'appli mobile du podcast du Quai des Savoirs. Alors quand on pense aux youtubeuses scientifiques, on pense immédiatement à leur sujet de prédilection, à leur univers, à leur regard décalé, leur ton parfois provocateur, drôle, voire insolent, et toujours direct. Au nombre incroyable de vues que certains totalisent sur leur chaîne, mais que sait-on d'eux au-delà de leur pseudo ? Est-ce qu'elles sont si riches que ça ? Comment ça se passe avec la communauté de leurs followers ? Comment choisissent-elles leur sujet de vidéo ? Quel rapport ont-ils avec la création ? Pour en discuter, nous recevons Florent Poinceau, l'un des 3 vidéastes de Qu'est-ce que tu geeks. Vous êtes aussi ingénieur informatique pour la plateforme Utip, entrepreneur engagé
engagé dans la question et le développement de logiciels et de solutions libres. Bonjour Florent. Bonjour Laurent. Et puis Laurent Salard, vous êtes sociologue des usages numériques, maîtresse de conférences en sciences de la communication. Vous enseignez à l'Université de Lille et vous êtes également chercheuse à l'IRCAV Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors la jeune chaîne Qu'est-ce que tu geeks est née du constat de Florent et Thomas qu'il était plus qu'inquiétant de constater à quel point l'informatique était présente dans notre quotidien, mais si peu perçue. Alors à partir de là, vous avez eu envie de partager les informations, les savoirs informatiques publiquement et librement, et de vous lancer pour cela dans la création d'une chaîne YouTube. Alors Florent, vous considérez-vous comme un médiateur, un journaliste, un enseignant peut-être, un vulgarisateur, un auteur? En quelques mots, qui êtes-vous ? Plutôt vulgarisateur, ouais. Vulgarisateur, c'est le mot qui définirait le mieux, je pense, ce qu'on fait. En fait, on est vraiment parti du gap qu'il y a entre l'exploitation de l'informatique et la compréhension. On s'est rendu compte aussi qu'on, a priori, arrivait assez bien à expliquer, quand on nous posait des questions, ce qui se passait vraiment au niveau de l'informatique. Et on s'est dit, bon, go, on avait une fenêtre de tir, on va essayer d'expliquer l'informatique au grand public. Le média porteur sur le moment, c'était la vidéo, donc on est parti sur YouTube pour ça. Parti sur la vidéo. Et du coup, vous enseignez par ailleurs. Est-ce que vous écrivez des articles de vulgarisation? Vous utilisez d'autres médiums? On écrit des articles en complément de nos vidéos, ouais. Mais c'est assez anecdotique. On a donné des cours à la sortie de notre école. On a été rappelé un peu par notre école pour donner quelques cours. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a compris que ça se passait plutôt bien et qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et pourquoi vous avez choisi la vidéo? C'est parce que c'était à la mode, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là, ou vous étiez passionné par la vidéo depuis tout petit? Alors, c'est vraiment fonctionnel. C'est parce qu'on s'est dit que le média phare du moment, c'était la vidéo. Et si on voulait toucher le plus grand public possible, ça devait passer par la vidéo. Et comme on aime bien se compliquer la vie, non, on n'a aucun bagage. On ne savait pas monter, filmer, tourner, gérer le son, la lumière, etc. Faut être joueur. Mais c'est des choses qu'on aime faire, en fait. On aime aussi apprendre nous-mêmes des choses. Et Qu'est-ce que tu geeks nous permet d'apprendre, nous aussi, énormément de choses. Alors, Laurence, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les vidéastes? Quelles sont leurs intentions à travers la création de chaînes scientifiques? Qu'est-ce qui les motive? Ah bah ça c'est une question avec des réponses qui seront aussi singulières que les vidéastes eux-mêmes. Donc il y a toutes sortes de motivations, mais on peut partir par la thématique. Donc ça c'est typiquement le cas ici présent. Finalement vulgariser, populariser l'informatique, mais aussi on peut entrer dans le monde un peu du vidéaste et du youtubeur par justement plutôt le goût pour le médium lui-même, la vidéo, les possibilités du montage, et puis le fait d'avoir une passion ou une connaissance sur un domaine. Mais il y a une entrée qui peut être vraiment sur thématique, une entrée qui peut être plutôt technique, et puis il y a des entrées qui peuvent être plutôt de type symbolique, c'est-à-dire vouloir être un influenceur, une influenceuse. Et donc ça concerne moins le YouTube scientifique et culturel, plus le YouTube beauté, lifestyle. Mais il y a autant d'entrées en fait qu'il y a d'individus, puisque ce sont finalement des individus ou des petits collectifs qui finalement créent leur propre chaîne de télévision. Et c'est vraiment la grande nouveauté dans le monde de l'audiovisuel. C'est finalement tout le monde devient un peu sa propre chaîne. Je suis ma chaîne. Et ça, c'est dans l'histoire, c'était assez inédit en fait, voilà. Ouais, sachant qu'en plus ils choisissent des sujets qui sont pas forcément hyper attractifs d'entrée de jeu, et puis aussi des formats. Enfin, par exemple, là on n'est pas sur de la vidéo, mais il y a des formats très longs. Je pensais au podcast Thinkerview, des choses comme ça, où c'est vrai qu'ils choisissent pas forcément la facilité. Enfin, il y a la question de vulgariser, expliciter quelque chose de très simple, mais il y a quand même un choix et un engagement au niveau de l'écriture qui n'est pas simple et qui n'est... Oui, c'est assez engagé. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi, à partir du moment où ce sont des individus qui vont créer leur propre chaîne sans avoir de financement autre que celui qu'ils doivent trouver en partie par eux-mêmes, et donc il n'y a pas spécialement de contraintes financières, il n'y a pas spécialement de contraintes non plus d'audience. On peut aussi on vise pas la masse du public, mais justement une communauté qui est plus élective. Donc c'est vrai qu'il y a une plus grande
liberté en fait dans les formats, dans les thématiques, et donc c'est aussi un laboratoire de création audiovisuelle, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le CNC aujourd'hui a créé un fonds qui s'appelle le Fonds Talent pour aider aussi à cette création vidéo qui est une forme de création assez vivifiante aujourd'hui, qui renouvelle un petit peu ce qu'on savait de la télévision ou même du cinéma documentaire. Alors Laurence, vous avez dit qu'une des motivations pour faire de la vidéo, y compris scientifique, ça pouvait être d'être un influenceur. Alors je voulais rebondir là-dessus, Florent, parce que je vous ai vu un petit peu dodeliner de la tête. Donc est-ce que vous avez eu aussi envie d'influencer peut-être la connaissance en informatique ou le désir de mieux partager ses savoirs ? Ah bah c'est le but. Après, le terme influenceur, aujourd'hui, il est connoté très financier, mais quand on vulgarise, on veut forcément influencer la personne qui est en face, en tout cas lui donner du savoir, lui permettre de prendre des décisions, mieux comprendre ce qui se passe, etc. Aujourd'hui, oui, par contre, le terme influenceur, c'est clairement je vais te vendre subtilement quelque chose, on va me donner de l'argent pour ça. Ça veut dire que si, par exemple, une grande boîte d'informatique vous contactait pour vous proposer un partenariat, par exemple, ou du placement de produits, de logiciels, comment vous réagiriez à ça ? Alors, on s'est pas mal posé la question. Il y en a qui refusent en bloc, il y en a qui acceptent tout. Nous, ça va dépendre de la société, ce qu'elle nous propose, si ça a un sens, si on y croit, si on pense que ça peut intéresser notre public. Mais il faudrait que ça ait un rapport. Si une société aléatoire nous propose, je sais pas, un produit beauté, par exemple, à passer dans nos... Même si c'est moins peu facile. probable, c'est pour tirer le trait, et c'est peu probable. Mais voilà, on va étudier... Mais un constructeur informatique, par exemple. Une grande entreprise chinoise qui vend des PC. Si on voit un intérêt, à placer ce produit-là, ouais, pourquoi pas. Si on peut expliquer quelque chose avec ça, si on peut en parler librement, si on a liberté d'écriture et qu'on a la possibilité d'apporter du savoir à nos utilisateurs derrière, oui, parce qu'il faut qu'on arrive à monnayer nos travaux d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Alors, une question brûlante, mais comment est-ce que vous financez Qu'est-ce que tu geeks ? La transition est parfaite. Quel est votre modèle économique au niveau de la chaîne ? Eh bien, on a, comme l'a dit Mariette tout à l'heure, on a décidé de ne pas mettre de publicité sur nos vidéos, notamment via YouTube, parce que ce modèle-là rapporte très très peu, notamment aux petites chaînes et aux chaînes modestes. Et on passe par la plateforme Utip, qui permet à nos utilisateurs soit de regarder une vidéo de manière volontaire et de nous donner 1 centime pour ça, soit de faire un don ponctuel ou récurrent, ou alors d'acheter un produit dérivé, nos t-shirts en l'occurrence. Les fameux Mariette. Ça m'intéresse. Voilà un cadeau de Noël. Qu'on décline maintenant sur d'autres supports, pulls, mugs, etc., qui sont depuis peu nos créations. On n'est pas dessinateur, donc on part de dessins libres qu'on adapte pour coller à notre sujet systématiquement. Et donc c'est par là que nos spectateurs ont la possibilité de participer à notre soutien. À votre financement. Exactement. Et en fait, c'est le principe même de Utip, avec cette idée de créer demande du travail. Enfin, j'ai repris la baseline du site, mais créer demande du travail, le nôtre est de vous aider. Et c'est vrai que c'est cette idée d'accompagner les créateurs sur la surface numérique pour laquelle vous travaillez, et puis qui vous fait travailler aussi, finalement. C'est ça. Le parti pris de Utip, c'est vraiment de se dire que la création existe déjà et qu'il faut apporter un soutien financier d'une manière ou d'une autre à cette création-là, et de ne pas créer encore du travail aux créateurs. Il n'y a pas de contrepartie, par exemple, sur Utip, contrairement à d'autres plateformes. Oui, c'est pas comme du financement participatif. Derrière, on n'achète rien, on n'acquiert rien. C'est ça, exactement. On considère que le travail, il est déjà fait, il existe déjà, et c'est pour ça que vous allez rémunérer votre créateur. Pour les vidéos, pour les articles de blog, pour les dessins, etc., qu'il a déjà fait et qu'il va faire. Pas pour avoir un gadget ou un dessin ou autre chose en plus. En fait, c'est un petit peu un circuit court de la production, du producteur au consommateur. Exactement, ouais, ça donne la possibilité aux spectateurs, quels qu'ils soient en plus, avec différents modes accessibles à tous, de pouvoir soutenir son créateur local. Du circuit court, donc, effectivement. Là, vous parlez de créateurs, donc là, on arrive sur de l'autorat, finalement, plus que de la vulgarisation. Vous vous considérez comme un auteur ? Il faut bien, oui. C'est une étiquette que j'ai un peu de mal encore à me mettre, mais de fait, on réfléchit à un sujet, on écrit le sujet, et puis derrière, on va faire toute la réalisation de la vidéo, mais on cherche un sujet, on va se documenter, faire un travail de recherche et commencer à écrire tout ça.
Ce travail-là, aujourd'hui, donc, on est 3 chez Qu'est-ce que tu geeks, on le fait en général à 4 mains. Est-ce que vous 4 avez ou 6 À 4 mains, ouais. vous avez un comité de relecture ou vous avez quelles sont vos instances de validation, comme on dit dans le monde de la vulgarisation? Alors, puisqu'on le fait à 4 mains, on a notre troisième larron qui n'est pas toujours le même, qui relie une première fois. Après, on a un cercle proche qui relie aussi. Et on a la chance avec le Café des Sciences, dont on fait partie, qui est une association de vulgarisateurs francophones, qui met à disposition des comités de relecture sur des sujets spécifiques, l'espace, la biologie, la géologie, etc. Donc, on a la possibilité de soumettre nos écrits à ces comités-là pour avoir une validation, parce que comme on ne veut pas faire du trop scolaire en informatique ou du trop linéaire, mais on va aller, par exemple, nos dernières vidéos parlent d'espace, on va aller sur des sujets annexes pour amener un plus grand public à s'intéresser à l'informatique. Et du coup, on va se mettre à parler de vide spatial, je ne sais pas, d'interaction des métaux dans l'espace, qu'est-ce qui se passe. Pour parler de ça et pas dire n'importe quoi, mais on a besoin de discuter avec des gens qui s'y connaissent. Ça nous évite de raconter... C'est pas plus mal. Alors après, il y a donc le comité de relecture. Après, il y a la communauté aussi qui joue ce rôle. Laurence, vous avez un peu étudié cette question de la communauté, du lien, du rapport, notamment avec les likes par rapport aux vidéos. Vous pourriez nous en parler ? Oui, enfin les likes et d'autres choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on quantifie un petit peu le YouTube scientifique, c'est finalement après la musique, c'est le corpus de vidéos qui est le plus visionné. Et donc il y a une enquête qui a été faite récemment avec 89% des 15-25 ans qui voient au moins une fois par semaine une vidéo qu'on appelle vidéo scientifique. Ah, quand même. Et c'est tout à fait massif sur cette tranche d'âge 15-25 ans, puisque voilà, YouTube c'est la chaîne, c'est la télévision des plus jeunes, et les contenus scientifiques et culturels viennent tout de suite après, en gros les clips quoi, la musique, parce qu'on regarde YouTube pour écouter de la musique aussi en premier lieu. Et ce qui c'est une excellente nouvelle. C'est très rassurant. L'audio est visuel. Et ce qui est très intéressant aussi dans différentes études qui ont été menées à ce sujet, et c'était un peu mon hypothèse, c'est-à-dire on parle de vulgarisation scientifique, mais c'est plus de ce qu'on appelait au XVIIe siècle la culture de la curiosité. Justement, Florent l'a dit, on ne cherche pas à faire du scolaire. Il y a déjà l'école. Donc YouTube, c'est l'école après l'école. Et c'est justement tout ce qui est un peu curieux, un peu bizarre, un peu inédit. Donc c'est la science, mais vraiment un peu dans, pas ses marges au sens négatif du terme, mais justement dans tout ce qui n'est pas forcément dans les manuels scolaires ou qui n'est pas ressassé par ailleurs. Et donc ça attise la curiosité. Et le premier motif pour les publics de s'abonner à des chaînes, c'est justement cet usage de curiosité. On y va pas du tout un peu pour sa culture générale. Le dernier motif, c'est justement de faire du rattrapage scolaire ou d'approfondir sa culture scolaire. Non, le premier motif, c'est justement pour se former, être curieux, découvrir. Donc c'est vraiment un usage de découverte, de pure curiosité, et qui est massif puisque, je vous dis, c'est le deuxième corpus après la musique. Donc c'est vraiment cette culture de la curiosité. Et évidemment, pour faire que on s'abonne à ces chaînes, il s'agit en effet de connaître un petit peu qui vous regarde. Et donc il y a aussi tous ces formats, en plus des vidéos qui sont les FAQ ou je ne sais pas si vous le pratiquez sur votre chaîne, mais bon, c'est très courant finalement de s'adresser à son public, à lui demander finalement qu'est-ce que tu voudrais que je traite comme sujet. Donc c'est de co-construire un petit peu la programmation avec sa communauté, et donc on crée des liens assez resserrés entre youtubeurs et communauté et d'abonnés. Et c'est ce qui va faire justement le succès des chaînes en fait. C'est cette Laurence, relation. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une nouvelle forme d'éducation populaire ? Est-ce que c'est ça la nouvelle éducation populaire quelque part ? Parce que vous me faites penser à l'honnête homme du XVIIe. Ouais, alors c'est pour ça que l'éducation est un peu le mot de trop, parce qu'il s'agit vraiment plutôt en effet de former le goût, la curiosité.
bien sûr pour le plus grand nombre, donc ça c'est populaire, mais c'est moins de l'instruction ou de la transmission de savoir que justement lui faire connaître des sujets auxquels il n'aurait pas forcément pensé s'intéresser. Et donc c'est vraiment cette logique de la curiosité qui est à l'œuvre et qui est attisée en fait par le nombre de sujets extrêmement variés qu'on va trouver sur les chaînes de YouTube scientifiques. C'est vraiment le curieux, le bizarre, tout ce qui n'est pas traité par ailleurs, qui va faire vraiment le succès de ces programmations. Et alors Florent, vous avez publié récemment 2 vidéos dont Mariette a parlé avec l'application Stop Covid. Faut-il la télécharger? Et en fait, ça a été une sorte de tournant par rapport à votre relation à la communauté. Vous pourriez nous en parler? Ouais, c'est la première, typiquement c'est notre première série de vidéos où on a réussi vraiment à avoir des retours efficaces avec notre communauté. Qu'est-ce que c'est un retour efficace? La vidéo que j'attendais. C'est ça. Retour efficace, j'entends pas les experts qui vont avoir à redire sur notre travail de vulgarisation, ce qui est normal, il y a toujours un truc à redire à de la vulgarisation. Et pas nos proches qui nous disent c'est vraiment bien ce que tu fais. J'adore ce que vous faites. Et c'est gentil de le dire à nos proches. Continuez à le faire, c'est très gentil, mais c'est évidemment difficile de juger nos travaux grâce à ça. Là, c'est la première fois, a priori, où on a réussi à demander à notre communauté une question simple. Est-ce que vous l'avez installé ou non? Et du coup, ils ont pu nous dire, oui, j'ai pu comprendre mieux les choses grâce à ça. Je l'ai installé parce que si, je l'ai pas installé parce que ça. Donc ça, vraiment. Et comment vous y êtes pris? Comment on s'y est pris? On a la chance d'avoir toute une palanquée d'experts dans nos réseaux qui suivent cette information, la sortie de l'application Stop Covid de très près, puisque ça mettait pas mal en jeu les libertés fondamentale sur Internet d'après eux. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on creuse ce sujet-là et on a la chance que l'État a joué pas mal le jeu de la transparence comme il l'avait annoncé. Donc, on a pu creuser le plus possible. Ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on restitue dans ces vidéos-là, on donne notre point de vue d'expert logiciel sur l'application Stop Covid, ce qu'on en a compris, ce qu'on n'en a pas compris, les zones de flou et nos avis. On a la chance du coup d'être 3 et de pouvoir dire moi, Florent, dans ma situation, je pense que, moi, Thomas, dans ma situation, je pense que, etc. Et du coup, de donner des clés de décision à nos spectateurs. Et c'était marrant parce que finalement, les gens ont répondu en disant moi, je me retrouve dans la situation plutôt de Florent ou plutôt de Tom, donc je vais peut-être suivre le conseil. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté personnification dont vous parliez, Laurence, il y a un instant. Ce côté, c'est un sujet, mais c'est aussi une personne, c'est un ton. Oui, d'ailleurs, dans la légitimité, les critères de légitimité des youtubeurs scientifiques, il y a le fait de citer des sources fiables auxquelles on peut se référer, aller plus loin. Mais il y a aussi le deuxième critère, c'est justement la transparence, c'est-à-dire de dire d'où l'on parle, de dire les choses telles qu'on les a observées, et donc évidemment dans un moment de fake news, de défiance qui vient avec des paroles par exemple gouvernementales qui varient d'une semaine sur l'autre sur des masques, etc. C'est vrai que de finalement avoir une parole vraie, transparente, située. Ça rend finalement le youtubeur crédible dans un environnement informationnel extrêmement troublé, tumultueux et avec une commentosphère, des éditos, des experts, des vrais faux experts, etc. Et donc ce qu'on cherche dans le youtubeur, c'est un individu qui vous parle en toute transparence et en toute fiabilité. Et c'est un honnête homme, en effet, dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a ni rédacteur en chef, ni directeur de la publication. Enfin, il n'y a pas toutes ces sortes de garde-fous que la culture des médias nous a, non pas imposé, mais c'est comme ça qu'elle s'est constituée. Donc ça, c'est étonnant aussi de voir que cette légitimité, ils peuvent l'acquérir aussi en dehors, en fait, d'un système un peu classique de médias. Disons que les différents youtubeurs ont
ont des pratiques variées à ce sujet. Parfois, certains se font relire des scripts. Ça, c'est par exemple pour l'histoire, sur lequel j'avais un peu travaillé, mais ils se font relire les scripts par des profs d'histoire, etc. Pour à chaque fois justement faire en sorte que les sources soient fiables et que le script, ce qui est raconté soit vérifié. Hein. Donc il y a toutes sortes de façons de quêter cette fiabilité au maximum pour justement ne pas rompre ce lien d'authenticité, de transparence qui est noué et qui va faire le succès et la solidité de la chaîne. C'est-à-dire que si on ment à son public, il y a un tel choix d'une part que il va zapper. Et donc toute cette relation est perdue, qui était une relation en effet de proximité, une interaction, parce que en fait il n'y a pas de comité de rédaction, où il n'y a pas mais finalement la programmation se fait en partie avec les abonnés. Parfois ça va même très loin dans les collaborations, donc finalement tout le monde joue un peu ce rôle de conseil de rédaction, donc c'est exact. Ça aussi que c'est apprécié, quoi. Ouais. C'est très interactif. C'est exactement ça. On est pléthore on parle de YouTube, il y a d'autres plateformes, etc. Si on se met à raconter n'importe quoi, notre communauté peut aller voir ailleurs très très rapidement. Il ne tient qu'à nous de faire ça. En fait, à la limite, on est peut-être même plus engagé dans le fait de le faire correctement, parce que, en tout cas, quand on s'est engagé dans le fait de vulgariser quelque chose et de sourcer, comme ça l'est dans notre description, c'est dans notre pitch, quoi. On l'a dit dès le début, quoi. Donc si on s'arrête de le faire à un moment, on peut dire au revoir à nos spectateurs qui iront voir une autre chaîne qui vient de se lancer ou qui retournons sur un autre média sans problème, ouais. Ouais, ce qui est apprécié, c'est justement dans les formats, quand on en va très très loin dans qu'est-ce qui vous plaît chez tel ou tel youtubeur ou sur telle ou telle chaîne, c'est ce qui est plutôt mis en avant, c'est le fait qu'il me regarde, que c'est une personne qui me parle, donc les formats avec des voix off, etc. sont un petit peu moins appréciés que justement ce face caméra, un dialogue en fait avec une personne à qui on prête des propos de confiance, et donc c'est une relation à échelle humaine en fait qui se noue sans trop de médiation, mais pour faire de la médiation, on va dire. Et ça, c'est ce qui vraiment est souvent mis en avant par les jeunes qui sont interrogés sur pourquoi ils apprécient, ils passent autant de temps sur ces vidéos, parce que c'est très très massif en termes d'audience. Hein. Effectivement, c'est vraiment le côté relation, confiance à une personne, à une ou des personnes, en l'occurrence pour Qu'est-ce que tu geeks. Il y a vraiment ce côté incarné, complet, quoi. On est vraiment dans cette relation de un à un quand on est auditeur, spectateur. Ouais. Alors cette relation de confiance entre vidéastes et spectateurs, c'est un des sujets justement qui est au cœur du projet Les Connecteurs, dans le cadre duquel on a le plaisir de vous accueillir ici en résidence à Toulouse, au Quai des Savoirs. Alors en deux mots, le projet Les Connecteurs, c'est un projet qui est porté par l'AMSTI, l'Association française pour les musées et les centres de culture scientifique. C'est un projet qui bénéficie du soutien de la fondation EDF et donc qui vise, en fait, l'idée, tout simplement, c'est imaginer une nouvelle forme de médiation culturelle et scientifique ensemble, institutions culturelles et vidéastes scientifiques. C'est créer du lien entre nous et puis expérimenter des résidences donc en France sur 4 territoires, donc ici à Toulouse avec le Quai des Savoirs, mais aussi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les amis de Gulliver, à Annecy avec la Turbine et enfin à Brest avec nos amis d'Ossanopolis. Et tous ces centres culturels sont en train d'accueillir des résidences de vidéastes. Rendez-vous fin 2020 pour découvrir toutes ces belles réalisations. Un grand merci également à tous les deux pour tous ces éclairages passionnants. Pour en savoir plus sur ce monde qui est en train de se structurer, le monde des vidéastes, rendez-vous sur le site internet de la Guilde des vidéastes qui fédère un grand nombre d'entre eux. Et toutes les références sont à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs. C'est intéressant que tu abordes ce sujet. Mais tu sais, ça n'est pas drôle d'être un robot. Si vous êtes abonné à ce podcast, vous vous souvenez sûrement de la voix du robot Alan, créé par la compagnie Nokill avec la complicité de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et si c'est la première fois que vous l'entendez, nul doute que cette voix métallique, au phrasé saccadé, puisse être attribuée à une machine et non à un être humain. Il faut dire que c'est facile de repérer la voix d'un robot, après toutes ces années où le cinéma nous l'a fait sonner toujours à peu près de la même façon.
Et pourtant, comment faire parler un robot est loin d'être si caricatural, si évident. C'est même un domaine de recherche et développement en pleine expansion, au croisement de la linguistique et de l'informatique, en passant par la traduction automatique, les robots conversationnels, jusqu'à l'intelligence artificielle. Comment parle un robot, c'est le titre et la question centrale du nouveau livre de Frédéric Landragin qui vient de sortir aux éditions du Bélial, spécialisé dans la science-fiction. Après s'être interrogé sur comment parler à un alien, ce chercheur en informatique linguistique, directeur de recherche au CNRS, nous propose cette fois-ci de mieux comprendre les théories du langage et les défis à relever pour construire réellement des machines qui parlent à travers les films et les récits de science-fiction. Car en matière de machines parlantes, la science-fiction n'est pas en reste. Il suffit de citer La Guerre des Étoiles et son plus célèbre duo de robots, R2D2 et C3PO. Bravo, capable de parler 6 millions de langages, ou encore Terminator, Wall-E, Chappie, Robocop et même HAL, la voix du vaisseau spatial dans 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est donc dans ce corpus que Frédéric Landragin pioche pour mieux nous faire comprendre les recherches en traitement automatique du langage et en intelligence artificielle, les deux grands domaines de recherche pour faire parler des machines. Car si le cinéma, la BD ou les romans mettent toujours en scène des situations où les robots conversent quasi naturellement avec les humains, font preuve d'à-propos et même d'humour, la réalité de la recherche contemporaine et de ses développements technologiques est bien loin de ce fantasme. Pour tous les robots aujourd'hui et toutes les machines qui communiquent avec nous en langage naturel, la parole, nous dit Frédéric Landragin, n'est qu'un traitement de surface. En clair, aucune des machines qui nous parlent actuellement ne comprend vraiment ce qu'elle nous dit. Eh oui, ni Google Home, ni Siri, ni Cortana, ni Alexa n'ont la moindre idée de ce qu'elles nous disent quand elles nous parlent. Elles construisent leurs phrases sur des bases statistiques par apprentissage profond, le fameux deep learning. Parce qu'il y a plus d'occurrences dans les bases de données qui montrent qu'il faut répondre de rien après qu'un humain vous ait dit merci, plutôt que vous aussi, ou au fond à droite, la machine va savoir se montrer polie et cordiale quand vous la remercierez. Est-ce une preuve d'intelligence ? Et qu'attendons-nous véritablement d'une machine ? Discuter comme avec un alter ego pour refaire le monde, ou même tomber amoureux d'une voix et d'un être virtuel, comme dans le film Her ? Ou bien disposer d'un assistant efficace, comme un traducteur, ou enfin quelque chose de simplement pratique ? Allons-nous rechercher l'humain dans la machine, ou bien saurons-nous la laisser à la bonne distance pour tisser et rendre durables les liens avec l'humain et avec le vivant en général ? Si vous êtes comme moi, passionné et un peu pris de vertige par ces explorations dans les vallées de l'étrange entre science et science-fiction, où l'on interroge comment on pourrait communiquer avec des machines, alors précipitez-vous sur ce livre. Il vous introduira aux subtilités de la syntaxe, de la grammaire et de la linguistique informatique, et vous apercevrez au loin tous les sommets qui restent encore à gravir, et qui prendront de longues années avant qu'une machine communique avec nous dans la vraie vie comme au cinéma. Comment parle un robot de Frédéric Landragin vient de sortir aux éditions du Bélial. Le podcast du Quai des Savoirs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos deux invités, Laurent Salard et Florent Poinceau, du collectif de youtubeurs Qu'est-ce que tu geeks. Spécial dédicace à Didier Michel et Benjamin Crétenant de l'AMSTI qui portent ce projet national, les connecteurs. Rendez-vous sur le site web et les réseaux sociaux du Quai des Savoirs pour retrouver toutes les références et les liens évoqués dans cette émission. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve. Merci à vous pour votre écoute et vos encouragements et à très bientôt. Et en attendant, restez curieux. Ciao!